Je suis profondément un homme politique de race. Les colibets, les railleries, les insultes ne me feront pas reculer. Parce que j'estime que j'ai un devoir vis-à-vis de mon peuple, de mon pays. J'ai la passion patriotique. Je pense que rien de bon ne peut se construire sans la passion patriotique. D'accord. Est-ce que le Célestin Djamène, qu'on reçoit ce soir sur le plateau de décryptage, est un homme qui est fier de lui, qui n'a rien à se reprocher, qui se dit il suit une constance politique, des convictions politiques qui sont affichées et assumées? Absolument, je ne peux pas dire que je suis un ange. J'ai mes qualités, mais je pense que j'ai aussi, comme tout le monde, ses défauts. Mais je les assume toutes. Je pense qu'on ne peut pas avancer dans la vie sans assumer ses erreurs. Les erreurs, ce n'est pas une fatalité. C'est la marche vers le succès. Parce que les erreurs vous permettent de prendre conscience de vos lacunes parfois, parce que j'en ai aussi, il faut le reconnaître. Mais je crois qu'il faut savoir faire face aux erreurs, parce que ça vous permet aussi de recadrer et de rectifier, et de vous améliorer. Et naturellement, en tant qu'homme, être humain tout simplement, j'ai la faiblesse de penser que parfois ça m'arrive de me tromper, ça peut arriver. Mais pour l'instant, je suis fier de mon parcours. Le fait qu'il y ait des erreurs ne sont pas antinomiques. Du fait que je sois un homme politique authentique, du moins je l'estime, et que j'ai mes convictions profondément ancrées, et on en parlera tout à l'heure. Le fait de choisir un candidat qui n'est pas naturellement dans mon camp politique n'est pas, comment dirais-je, surtout combattu n'est pas un scandale. Votre passage, si on peut le dire ici dans j'ai combattu ce gouvernement, mais pas autre chose. Et je pense qu'effectivement, l'un des points forts qu'on peut accorder de manière sincère au président Paul Biya, c'est effectivement sa politique diplomatique, sa nature diplomatique, sa manière d'arrondir les angles quand il le faut. Je pense qu'effectivement, quand on a parlé depuis quelque temps maintenant de la vacance du pouvoir, de son inéligibilité, je pense au bâtonnier Akeremouna qui a introduit récemment une requête au tribunal pour faire croire aux gens que le président serait inéligible. Alors même que le principe du Conseil constitutionnel, c'est le respect des dogmes. C'est comme un dogme, comme disait quelqu'un il y a quelques années, en 2004. Voilà. Et donc, je suis quand même assez surpris que le bâtonnier que je respecte puisse entrer au Conseil constitutionnel, qui est une maison de droit, avec des arguments subjectifs et des arguments de non-droit, dont le président, la preuve en est faite encore une fois de plus aujourd'hui, qui n'est pas invalide, qu'il reçoit des invités de marque, qu'il échange avec eux de manière tout à fait argumentée et lucide, qui n'est pas tout ce qu'on présente contre lui. Moi, j'ai combattu le président Paul Biya, vous le savez, je ne m'en cache pas. Mais je pense que la particularité d'un homme politique, c'est aussi d'être, comment dirais-je, réaliste et pragmatique dans l'évolution de la politique. Évidemment, quand on parle du président Paul Biya, il faut aussi le comparer à d'autres acteurs politiques et en dégager les préjugés favorables et défavorables. Donc, je voulais dire que sur le plan diplomatique, notamment sur le plan panafricain, même s'il n'est pas un panafricaniste exubérant et intolérant, le président Paul Biya a posé des actes forts et clairs. Aujourd'hui, il reçoit l'ambassadeur. Ce qu'on peut retirer, c'est que contrairement aux colibets et aux railleries qui ont été proférées contre lui, il est bien debout. Il n'a pas de lunettes, il marche et il tient debout. Ça, c'est l'aspect anecdotique. Maintenant, on reviendra peut-être tout à l'heure sur l'aspect politique qui a conforté ma motivation pour soutenir le candidat et pas le parti qu'il a investi, le candidat. J'insiste là-dessus. Mais sur l'image que vous venez de projeter, je pense qu'aujourd'hui, l'argument sur son incapacité à gouverner, notamment sur les aspects physiques, comment dirais-je, qui serait physiquement incapable, est balayé d'un revers de main. Je rappelle qu'il y a plus de 20 ans, on lui donnait déjà pour mort. J'étais encore en France, je résidais encore à Paris. Quand on l'a annoncé mort, il est arrivé à l'aéroport de Simalène pour dire qu'il semblerait qu'il y a des gens qui s'intéressent à mes obsèques. Je leur donne rendez-vous dans une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, il est encore là. Et puis, il faut laisser les gens commenter l'histoire. Et il y a des gens qui font l'histoire. Il ne faut pas empêcher les gens de faire leur travail. Comment on devrait appréhender ce message de Thierry Marchand? Vous avez rappelé tout à l'heure son parcours. Et quand on connaît un peu la nature des relations entre la France et l'Afrique francophone, particulièrement le Cameroun, en ce moment, avoir un tel témoignage qui vient d'un ambassadeur qui n'a plus rien à faire avec le Cameroun, qui est en train de partir du Cameroun et qui rappelle qu'il a rencontré un chef de l'État il y a
1 an et demi, et il le rencontre aujourd'hui. Il a la conviction, c'est quelqu'un qui tient toujours fermement les rênes du pays, contrairement à un certain discours qui a prospéré, qui laisse croire que le président ne maîtrise plus rien. Vous, en tant qu'homme politique, comment est-ce que vous analysez ce message de Thierry Marchand? D'abord, je pense qu'il est important de souligner que ce n'est pas un message commandé. Je pense qu'il a réagi en tant qu'un diplomate, un homme tout simplement. Il a livré son sentiment à l'issue des rencontres avec le chef de l'État. Il faut le prendre donc comme le compliment, donc le message d'un homme politique, d'un diplomate qui a donné à cœur ouvert son sentiment par rapport à cette rencontre. Je pense donc qu'aujourd'hui, quand il pense que dans les conditions géostratégiques et géopolitiques actuelles, le président Paul Biya, pour beaucoup d'acteurs internationaux qui ne sont pas camerounais et donc qui ne vivent pas l'actualité politique quotidienne du Cameroun, le président Paul Biya est une référence pour Laurent Gbagbo et pour Paul Kagame. Il faut voir leurs écrits sur Paul Biya. Effectivement. Je vous dis que je n'ai pas toujours été un partisan de Paul Biya. Maintenant, pas forcément, mais nous parlerons de la candidature tout à fait. Mais je pense que ce diplomate a livré son sentiment personnel. Ce n'est pas le sentiment de Quai d'Orsay, je ne pense pas. Et je crois que ça rejoint un peu ce que je pensais de la personne. Il y a 3 types d'hommes politiques dans le monde. Vous avez les hommes politiques basiques, vous avez des hommes d'État, vous avez des grands hommes. Pour l'instant, je considère le président Paul Biya comme un homme d'État qui incarne toutes les vertus qu'un homme d'État peut donner à son peuple. Et je crois simplement qu'il ne peut pas être un homme politique tout seul, malheureusement. Dois-je rappeler à ceux qui nous regardent aujourd'hui que le président de la République a effectué environ 259 remaniements ministériels depuis 1982. Lui-même, par les actes qu'il a posés, je rappelle qu'en 2006, il a lancé l'opération Épervier, parce que ses collaborateurs l'ont trahi. Il y a des ingrats autour de lui. Si Paul Biya voulait détruire le Cameroun, aurait-il lancé l'opération Épervier? S'il voulait détruire le Cameroun, comme on dit souvent, c'est profondeur, aurait-il créé le TCS? C'est parce qu'il pense que malgré la confiance qu'il a fait aux hommes qui l'entourent, malheureusement... Certains, pas tous. Certains, pas tous. Tous ne l'ont pas trahi. Il y a un type comme M. René Sadi, qui est un homme de grande vertu, par exemple, on peut en citer d'autres. Mais pour beaucoup, il est évident qu'il a mis en place des organes comme le TCS, effectivement, pour lutter contre les gens qui se livrent à la prévarication des fonds de l'État. Donc, c'est vous dire qu'on fait confiance à quelqu'un et à la fin, on se rend compte qu'on a été trahi. C'est ça la marque. Et tout le monde peut le vérifier. Tout simplement, ce n'est pas fait des actes à la cour que de dire que le président a été désagréablement surpris par les gens à qui il faisait confiance. Je rappelle au passage qu'en Kondengui, il y a quand même eu un Premier ministre condamné. Il y a quand même eu un SGPR qui est toujours en prison. Il y a eu un MINDEF. Il y a eu un ministre des Finances qui est au CED. Donc c'est pour dire qu'au regard des postes vitaux que je viens de citer pour la nation, il a fait totale confiance. Mais il n'est pas un devin, il n'est pas Dieu pour imaginer la suite. Force est de constater que le président s'est rendu compte qu'il avait affaire à des personnes de peu de vertu, raison pour laquelle il a mis en place l'opération Épervier. Je le regrette. Et donc, je crois qu'avec le temps, quand on a conscience qu'on doit s'adapter plutôt que se mettre dans une approche systématique, on se rend compte que le président Paul Biya avait des vertus que nous ignorions. Et c'est ça que je suis venu témoigner aujourd'hui. D'accord. Et avant justement de recueillir vos différents témoignages à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, mesdames, messieurs, on va prendre une transition à la régie et juste derrière, on revient pour aborder les thématiques qui sont inscrites à l'ordre du jour de ce soir. Ce soir, c'est Célestin Djamène, président national de la part, qui vient de rejoindre le mouvement G20, cette coalition de partis politiques qui, depuis 2018, apporte son soutien à la candidature du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, notamment de son président national, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Depuis 2018, après l'élection présidentielle de 2018, nous avons eu 2 leaders de ce mouvement qui ont rejoint quelques strapontins politiques autour ou alors au sein du régime, notamment l'honorable Bapo Lipot, ancien député, secrétaire général de l'UPC, qui est devenu le président du conseil d'administration
de la Société de recouvrement des créances du Cameroun. Nous avons eu Jean de Dieu Momo, qui est le président national du PADEC, qui lui est devenu ministre délégué auprès du ministère de la Justice. Est-ce que c'était aussi cela, la trajectoire que veut prendre aujourd'hui le président national de la part, Célestin Djamène, qui est notre invité de ce soir, ou tout simplement c'est un soutien sans intérêt qu'il apporte au chef de l'État? La question lui sera posée tout à l'heure. Célestin Djamène, le Célestin Djamène qu'on reçoit ce soir sur le plateau de décryptage peut être perçu comment par nos millions de téléspectateurs, membres influents de l'opposition ou désormais en pro-régime. Je ne suis pas responsable, mon cher Bruno, des interprétations des uns et des autres. Je suis responsable des actes que je pose dans ma vie politique. Je suis un homme déterminé, un homme de conviction, mais je ne peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent de moi, comme vous, j'imagine. Parce que si on écoute tout le monde, si on écoute les gens, on ne peut rien faire dans la vie. Vous avez un sentiment que les actes que vous posez, que la carrière qui est la vôtre, vous la tenez, vous y croyez, il faut continuer sur cette lancée-là. Mais je suis à l'écoute. Mais ce n'est pas parce que j'écoute que je valide tout ce qu'on pense de moi. Ils ont le droit de penser ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, je suis un homme politique dans la continuité de mes convictions. Le fait que... je n'ai pas parlé des opinions des uns et des autres. Je vous pose la question, vous, en tant qu'homme de conviction, comment est-ce qu'on doit vous percevoir ce soir sur ce plateau, membre de l'opposition ou un pro-régime? C'est pour ça que le « on » s'adresse peut-être à des personnes tierces. Mais je veux dire que moi, je me perçois, peu importe ce que pensent les autres de moi, je me perçois comme un homme éminemment patriote, profondément amoureux de son pays. Par exemple, il y a un débat sur les ethnies, sur les tribus. Je me sens d'abord camerounais. Le fait que mes parents soient bamileke m'importe très peu, avec tout l'amour que j'ai pour eux. Mais je me suis engagé en politique parce que je crois au Cameroun, à la patrie camerounaise, à ceux qui ont donné leur vie pour que ce pays soit un et indivisible. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à Oumniobé et les autres, Ernest Oumandié Moumié, qui ont donné une image très élevée de la patrie. Ils en sont morts, pourtant ils avaient aussi des familles. Donc aujourd'hui, moi j'ai mes convictions et je crois que ceux qui me considèrent comme un clivant, un homme politique clivant, ont tort. Je pense que j'ai ma liberté de réagir, j'ai ma liberté de conscience et j'ai ma liberté de choix. Maintenant, je suis tout à fait prêt à apporter, on va dire, des clarifications sur des zones d'ombre que certains pensent avoir sur mon parcours politique. Il n'y a pas de problème. Mais je suis un homme dans mes tranches de vie. Je ne suis pas un homme différent. Je suis un homme qui évolue avec son temps, avec les réalités politiques. Donc, dans vos tranches de vie, avant-hier, vous étiez membre de la société civile, militant affirmé des droits de l'homme. Hier, vous étiez membre de l'opposition camerounaise, farouchement opposé au régime en place. Et aujourd'hui, dans une autre tranche de vie, vous dites que vous n'êtes ni ni de l'opposition, ni soutien, ni pro-régime. Vous êtes un patriote. Ça, c'est une nouvelle casquette. Je n'ai pas dit que je ne suis sur laquelle on vous découvre. Je veux dire que, précision. Parce que vous n'avez pas répondu à ma question. En 1989, je suis à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Quand j'entre à la Sorbonne, je rencontre des groupuscules, on va dire, ethno-fascistes, disons fascistes. Camerounais ? Non, français, qui sont là pour relayer le discours d'un certain Jean-Marie Le Pen, qui était un discours assez xénophobe et même parfois raciste. Il les a combattus, il y a eu même des bagarres physiques, si j'ose dire. Et donc j'ai adhéré à la section jeune du Parti socialiste à l'époque. J'étais à ce moment-là dans la société civile, des années 89 jusqu'à 95. À partir de 96, je prends ma carte du SDF, étant en France. J'ai moi-même cherché l'antenne de SDF en France, je l'ai trouvée, j'ai milité et quelques mois après, j'ai été promu comme secrétaire à la communication de la région SDF de France. Naturellement, en 2010, je décide de rentrer dans mon pays parce que j'estime qu'effectivement, je serais plus utile à mon pays natal qu'à la France. Je rappelle, entre guillemets au passage, que j'ai été un militant ardent
du Parti socialiste français et j'ai été dans la campagne de Ségolène Royal face à Nicolas Sarkozy. Et j'avais comme directeur de campagne, comme encadreur de campagne, M. Manuel Valls, qui est ancien Premier ministre français, et qui, au vu de mes qualités, a demandé de me naturaliser en 48 heures. Il a commis donc son chef de cabinet, j'ai opposé un non catégorique. Je n'avais pas besoin de passeport français. Je suis camerounais et fier de l'être. J'ai dit que ça n'était pas la peine de me faire député français ou naturalisé français. Je rentre au Cameroun. C'est ainsi qu'en novembre 2000... Votre retour au Cameroun n'était pas seulement votre œuvre. Je connais des gens qui ont œuvré pour vous convaincre de rentrer au Cameroun parce que ce n'était pas votre premier choix. Non, c'était quand même une décision personnelle. Je peux en citer des noms. Oui, que vous connaissez très bien. Mais citez-les, si vous voulez, mais ce que je vous prends l'exemple de Dieudonné Bougne. Oui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Qui était mandaté pour... oui, qui était mandaté pour m'approcher quand il y a eu une affaire des biens mal acquis. C'est un homme que j'estime beaucoup, qui est assez franc, qui est assez direct, qui est assez humaniste, si j'ose le dire. Mais je veux dire que ma décision de retourner au pays est une décision très personnelle. J'ai été syndicaliste 11 ans en France, délégué du personnel et délégué syndical. J'ai eu la confiance de Force ouvrière, qui est un syndicat très connu en France, qui est derrière la CGT. J'ai travaillé pour France Télécom, contrairement à ce que certains enfants racontent sur les réseaux sociaux, les ragots qui partent de gauche à droite. Et donc, j'étais... Vous gagnez bien votre vie en France. Bien entendu. Moi, quand j'ai rentré au Cameroun, on m'a proposé une mutation sur Sydney, en Australie. Vous voyez, j'avais 4 000 €. Mais si je partais à Sydney, ça aurait été beaucoup plus, par là-bas, sur le dollar. Donc, j'ai dit que ma passion pour mon pays, pour ma patrie, est beaucoup plus importante que la mobilité en Australie. Donc je suis rentré au Cameroun. Mais je dois rappeler que c'était une décision très personnelle. Donc j'ai donc choisi de rentrer dans mon pays, j'ai continué mon combat politique. Je ne peux pas nier le fait, évidemment, que je suis un opposant encore aujourd'hui, mais sur le sujet qui nous attend, le cœur du problème, c'est la question du choix d'un candidat parmi les 12. Il ne faut pas confondre les choses. M. Biya, ce n'est pas seulement le RDPC, c'est un homme avec ses qualités, avec ses capacités intrinsèques. Quand on va dans une élection présidentielle, qui, selon Max Weber, est la rencontre entre un homme, ou une femme d'ailleurs, et un peuple. On ne choisit pas un parti politique, même si c'est le RDPC qui investit Paul Biya, c'est sur sa personne que seront concentrés les suffrages. Ce n'est pas sur le RDPC. Et ceux qui votent Paul Biya ne sont pas forcément des RDPCistes. Les Camerounais tout bord votent Paul Biya. Je suis désolé de le dire aussi. Donc il faut bien comprendre que le candidat, ce n'est pas forcément son parti. La preuve, c'est que même si le parti vous propose une équipe de campagne, le candidat a le devoir, a le droit de choisir sa propre équipe de campagne. Le candidat a son style, a ses capacités, a ses états de service. Et M. Paul Biya en a son expérience. Et c'est sur ça que le choix se porte. Ce n'est pas par rapport au RDPC, avec qui je n'ai aucun accord de coalition. L'UNDP, par exemple, a signé un accord en 1997 avec le RDPC. Pareil pour le MDA de M. Dakoda Salah, pareil pour le FSNC de M. Chiroma, pareil pour le PND de M. Anta Gassagaï. Tous ces gens ont signé des accords connus, écrits avec le RDPC. Ce n'est pas le cas avec Célestin Diamène, ce n'est pas le cas avec APAR. APAR, à travers la personne, s'engage pour faire le choix d'un candidat et pas du RDPC. Mais on vous a vu être reçu par le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Exact. On imagine qu'en ce moment, APAR n'a pas un programme social qui pourrait intéresser le ministre du Travail, mais c'était dans l'expectative, notamment après avoir déclaré votre soutien au candidat du RDPC. Vous avez été reçu. Ça peut toujours être considéré comme un accord moral. On peut le considérer, mais je pense que monsieur le Encore qu'on ne connaît pas quel a été le fond de vos discussions. Je n'ai pas le dévoiler ici parce qu'il n'a pas donné mandat de dévoiler les éléments de cet échange, qui était un échange, je vous rassure, très... Est-ce qu'on peut avoir la photo à la régie de la rencontre entre le ministre du Travail et de la Sécurité sociale? Je ne sais pas si c'est sur cette casquette-là que vous avez été reçu, ou le secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Voilà, on a donc cette photo entre vous
est M. Grégoire Ola. Oui, bon, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il est secrétaire général adjoint du RDPC, il est en même temps ministre de la Sécurité sociale et du Travail. Bon, maintenant, chacun peut l'interpréter à sa manière, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas anormal qu'un ministre de la République reçoive un président d'un parti politique. Je pense qu'on doit aller dans le sens du dialogue, du partage, de l'échange républicain. Pourquoi maintenant? Monsieur Grégoire, pourquoi ce dialogue? On ne vous a jamais aperçu par le passé? Il y a un temps pour tout. Pendant 30 ans que vous avez pratiquement passé, on n'a pas vu une rencontre officielle comme ça dans un bureau d'un membre du gouvernement. J'ai rencontré plusieurs fois plusieurs ministres. Le ministre Jean-Louis Moumou, qui est un ami, avant même qu'il soit ministre. J'ai rencontré Atanganji, qui est un ami, et que je soutiens dans ses œuvres. Je l'ai toujours dit, je ne m'en cache pas. Il faut assumer ses amitiés. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les railleries, quelles que soient les remontrances, quelles que soient les insultes, il faut apprendre à assumer ses amitiés. Ça n'empêche pas que vous ayez vos convictions, comprenez? Nous avons tous des amis partout. Les militants du RDPC, c'est des Camerounais. Eux-mêmes, ils ont des amis dans l'opposition. Mais ça n'empêche pas que vous ayez vos propres convictions. J'imagine que vous, Bruno Bidjan, vous pourriez avoir des amis dans l'UPC. Ça ne veut pas dire qu'ils influencent votre manière de vivre, votre manière de penser. Nous sommes Camerounais. Nous avons des idéaux communs. On ne peut pas avancer si on est dans la guerre permanente. Le Cameroun est un et indivisible. Et ça doit se traduire dans les comportements au quotidien. Mais vous affichez fièrement avec les membres du gouvernement pour aussi être considéré comme une trahison. Non. Par rapport à quel pacte signé et avec qui? Par rapport à votre posture de membre de l'opposition. Non. Vous savez, M. François Hollande, M. Mitterrand recevait Jean-Marie Le Pen. Quand il y avait des questions essentielles pour la France, par exemple, M. Mitterrand recevait Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Édouard Balladur. Donc il est tout à fait normal dans une démocratie qu'on reçoive les forces contradictoires. C'est-à-dire qu'on donne un blanc-seing à ceux qu'on reçoit. Ce n'est pas une allégeance. C'est simplement que dans la tradition républicaine, on a le droit et même le devoir de se parler. Comment voulez-vous? Par exemple, prenez le cas du Kenya. M. Uhuru Kenyatta, qui s'est fait insulter à longueur d'année par M. Raila Odinga, a fini par le faire vice-président. Donc, c'est tout à fait normal. Monsieur, comment dirais-je, Kodok, qui était un UPCiste pure crème, a été ministre de Paul Biya. Je peux parler aussi de Ogbelen. On peut aussi prendre le cas dans le Tchad voisin. Dans le Tchad voisin. Et succès, même s'il est en prison aujourd'hui. Mais on voit le revers de la médaille. Oui, mais ça, c'est autre chose. Avec ce qui lui arrive. On ne sait pas ce qui s'est passé. On peut aussi prendre le cas de la République démocratique du Congo avec l'ancien ministre de la Justice. Oui, et Constant Moutamba, qui est aujourd'hui dans les problèmes. Parce que hier, opposant, avant-hier, en fait, hier opposant, aujourd'hui membre du gouvernement, et aujourd'hui peut-être qu'il en paye le prix aussi. Constant Moutamba est en train de subir un problème de règlement de compte judiciaire. Il a été débarqué parce qu'il est dans les affaires judiciaires, donc on ne peut pas parler de la crédibilité d'un ministre quand il a empêché. Ce ne sera pas votre cas. Ce ne sera pas votre cas. Je n'en sais rien pour l'instant, je suis blanc comme neige en termes politiques, et donc je laisse les gens supputer ce qu'ils veulent bien supputer. D'accord. Je retiens que vous êtes patriote, vous vous considérez aujourd'hui comme un patriote, non pas comme un pro-régime ou un membre de l'opposition. Là où voit l'intérêt du Cameroun, je suis. Vous êtes un patriote. Alors, vous avez passé près de 30 ans dans l'opposition au Cameroun. À aujourd'hui, avec un peu de recul, que retenez-vous de ce combat? C'est un combat enrichissant, encore que je ne suis pas pro-RDPC. Vous êtes pro-Biya. Vous êtes pro-Biya. Le terme n'est pas tout à fait adapté. Je suis pro-candidat. Vous ne pouvez pas être pro-candidat, ça veut dire que... vous dissociez non, parce que le biaïsme, c'est une autre philosophie, vous comprenez? J'estime que l'année 2025 est une année de tous les défis. Et il faut regarder le casting qu'il y a devant nous aujourd'hui et de choisir le plus crédible. Parce que nous traversons des zones de turbulence assez importante sur le plan mondial et sur le plan africain. Vous avez dans le cas de la CEDEAO l'AES qui se détache et qui est en train de tracer le chemin vers une nouvelle Afrique. Je suis convaincu que M. Biya, contrairement à ce que beaucoup pensent, est un vrai panafricaniste. Le panafricanisme, ce n'est pas toujours l'exubérance, l'intempérance et l'intolérance. M. Biya est un homme discret, mais qui demeure dans l'efficacité. Est-ce que vous vous rappelez, par exemple, que M. François Fillon,
qui était Premier ministre de la France sous la présidence de M. Nicolas Sarkozy, est arrivé au Cameroun en 2009 pour venir faire quoi? Pour venir faire renouveler les accords de coopération, les accords coloniaux, qui impliquaient quoi? Le pillage systématique de notre sous-sol. On vendait tout, l'uranium, le cobalt, le manganèse, exclusivement à la France. Oui. Et même, je dirais, en matière d'équipement militaire. M. Biya a dit non, je n'en veux plus. Terminé. Tout simplement. Avant de revenir à M. Biya, est-ce que vous pouvez répondre à ma question après 30 ans de combat dans l'opposition aujourd'hui? Vous dites que vous êtes pro-candidat Paul Biya. Oui. Que retenez-vous de ce combat? 30 années. Beaucoup de choses. Je pense qu'il faut des vrais opposants dans un pays. Donc, qui proposent une alternative à la gouvernance du pays. Il n'y en a pas au Cameroun? Je crois qu'il y a beaucoup de fake opposants au Cameroun. Il y a eu dans les années 90 Nidjon Froundi, il y a eu Adamou Ndamdouya, qui étaient des opposants quand même authentiques et que j'ai beaucoup appréciés. Et parmi les deux, Nidjon Froundi, que j'ai beaucoup admiré, était mon mentor politique. Il m'a beaucoup enseigné quand je suis rentré au Cameroun dans la manière de faire de la politique, dont j'en ai beaucoup bénéficié. C'est un homme, on a traité de tous les noms, mais qui est un homme de grande conviction, un homme de dignité, un homme d'honneur, Nidjon Froundi. Évidemment, dont j'ai beaucoup appris de lui, et donc c'est bien qu'un pays ait une vraie opposition, au point que lui et moi, à l'époque en tout cas, lui d'abord, m'a convaincu qu'il fallait que je parle, parce qu'il m'envoyait sur les médias, il m'appréciait beaucoup, mais il me taquinait aussi beaucoup, il me titillait beaucoup. Bon, c'était mon papa, et j'avais le devoir de l'écouter, et pas de le contredire. Je pensais qu'il avait demandé à l'époque le statut de l'opposant, un peu comme au Canada, où les opposants sont considérés comme une contrepartie importante de la démocratie. Ils sont rémunérés, ils ont une résidence. Pareil en Angleterre. D'ailleurs, en Angleterre, les opposants siègent au Conseil, au Parlement. Au Parlement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un shadow cabinet qui est là en même temps que le gouvernement. Et ils ont un statut. Nidjon Froundi, avant sa mort, l'a réclamé à plusieurs reprises. Donc je pense que les 30 ans d'opposition, je suis toujours opposant, bien entendu. J'entends les gens dire que je suis incohérent, je suis dans l'antinomie, je suis dans la contradiction. Non, pas du tout. Je pense qu'on peut soutenir un candidat et néanmoins demeurer ce qu'on est. Je rappelle un exemple très simple. Monsieur Jacques Chirac, 2 ans avant sa mort, en 2012, il y avait une compétition électorale entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Monsieur Hollande est socialiste. Sarkozy a été fabriqué par Jacques Chirac. Eh bien, comprenez que M. Chirac, contre toute attente, a demandé à voter François Hollande. Eh bien oui. Mais Chirac n'était pas un affamé. Ça fait partie du jeu. Il n'a rien pris du tout. Et les gens qui ont des comportements, des discours genre alimentaires, affamés, c'est les gens qui pensent selon leurs pensées. Et qui pensent que tout le monde est comme eux. Non. Je suis un homme patriote, j'ai à m'exprimer sur les questions politiques. Vous venez de vous découvrir patriote, peut-être? Est-ce que vous n'êtes pas vous-même... Je le suis. Pas découvrir, attention. Est-ce que vous n'êtes pas vous-même le premier fake opposant au regard de votre position et de votre posture actuelle? Est-ce que l'exemple que vous renvoyez à ceux qui veulent s'engager dans l'opposition n'est pas justement de leur dire qu'il n'y a pas de véritable opposition ou de véritable opposant au Cameroun, parce que lorsqu'on a combattu et qu'on a vu qu'on n'a pas pu accéder au pouvoir, on est obligé de rentrer pour aller jouer le jeu du régime. Bien, je vous réponds, mon cher Bruno. L'opposition, ce n'est pas le manichéisme. Tout n'est pas noir d'un côté, tout n'est pas blanc. Si vous, Bruno Billon, vous faites partie d'un parti politique différent du mien, j'ai le devoir de vous respecter. J'ai le droit de reconnaître que vous avez des qualités, malgré que vous ayez des idéologies différentes aux miennes. Comprenez? Donc, en vérité, je suis l'un des opposants les plus authentiques. Parce que le manichéisme est un cancer pour la politique. Quand un adversaire fait bien, il faut savoir le reconnaître. Parce que votre capacité à reconnaître les faits posés par l'adversaire dépend aussi de la fiabilité des critiques que vous lui portez. Si vous êtes toujours systématiquement contre lui, vous n'êtes plus crédible. C'est-à-dire que vous n'analysez plus. Vous ne voyez pas la vérité en face. C'est-à-dire qu'en fait, puisqu'il est adversaire, automatiquement,
il est, comment dirais-je, un ennemi. En politique, il n'y a pas d'ennemi. D'abord par rapport aux coalitions qui peuvent arriver d'un moment à l'autre, mais surtout parce que je considère que la politique, c'est une dynamique. Il faut reconnaître les convictions de chacun. Je suis un opposant qui regarde la réalité. Si parmi les 12 candidats, par exemple, je reconnais que le plus expérimenté, c'est un tel ou c'est un tel, je dois le dire, sans renoncer à mes convictions. Moi, ce qui me guide, c'est l'intérêt de mon pays. Nous avons à négocier cette année à venir. Quelle est la personne la plus outillée, la plus apte, la plus expérimentée pour conduire le Cameroun dans les 7 prochaines années? C'est la question qu'on va se poser. Le RDPC, ce n'est pas mon parti. Nous sommes parfois aux antipodes. Donc c'est la personne de Paul Biya qui vous Oui, intéresse. oui, parce que c'est sa manière de gérer le pays qui vous intéresse. C'est sa posture. Et selon vous, il gère bien le pays? Mais l'élection présidentielle, c'est une question qui est posée dans les contours de l'homme qui incarne les institutions. Effectivement. Si vous avez un homme qui est assez égaré, il devient un danger pour le pays. Parce que la gestion d'un État, la présidence, requiert quelques qualités personnelles. Ce n'est pas le RDPC, forcément, qui gère le Cameroun. Eux-mêmes souvent disent qu'ils sont proches du pouvoir. Ils ne sont pas au pouvoir. Même si le président de la République est le président du RDPC. Bon, personnellement, je suis contre ce cordon ombilical qui est intégré, mais quand M. Biya s'exprime, il s'exprime en tant que responsable, pas en tant que secrétaire général du RDPC, pas en tant que président. National. Non, il est chef de l'État du Cameroun, président de la République. De tous les Camerounais. De tous les Camerounais, y compris ceux qui ont voté contre lui. Et quelles sont les qualités personnelles que vous appréciez chez le président Paul Biya? Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Quel a été le déclic de ce changement, ce retournement de veste de parti de l'opposition pour retrouver, pour dire aujourd'hui que vous soutenez la candidature du président Biya? C'est vrai qu'on sait qu'il y a l'honorable Bapoli Pot qui a joué un rôle primordial, selon les informations que nous avons reçues, dans votre nouvelle posture aujourd'hui. Que vous a-t-il promis, peut-être avant d'y arriver? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, comme certains disent, pour que Célestin Djamène devienne pro-Biya? Ça a très bien marché. Il n'y a pas de rupture dans mon comportement. Je suis un homme cohérent. Je suis un homme républicain. Donc, il regarde l'intérêt de ceux qui incarnent les institutions, l'intérêt du pays. Je ne suis pas dans le copinage. Vous regardez l'intérêt du pays ou votre propre intérêt? L'intérêt du pays, bien entendu. Du pays d'abord. Moi, je suis qui? Je peux sortir de ce studio et puis dans un coin de la rue, une voiture me prend, c'est terminé. Mais les idées que j'aurais fait germer, c'est ça qui est important. J'ai ici auprès de moi le secrétaire national à l'organisation de APAR. Il écoute. Demain, si je ne suis pas là, exemple, il pourra peut-être, s'il le souhaite, reprendre mes idées et porter la continuité à ceux qui viendront militer dans la part. Donc, quand on est homme politique, acteur public, on a un devoir de clarification et de transparence, d'honnêteté politique. Parce qu'on n'est pas militant pour nous-mêmes, on n'est pas acteur politique pour nous-mêmes, on a envie de donner son sentiment, sa manière de voir le Cameroun. Parce qu'il y a des jeunes enfants de 9 ans, de 10 ans, de 15 ans qui voudraient aussi peut-être demain faire de la politique. Donc nous leur devons un certain type de comportement, une certaine exemplarité. Et donc ça porte sur les institutions bien sûr, mais aussi sur les qualités intrinsèques de la personne. Mais c'est pour bien, très peu de gens le connaissent. Je n'ai pas la prétention de le connaître, non, mais je vois ce qu'il pose. Moi, par exemple, M. Bruno Bijan, j'ai une sensibilité panafricaniste. Je pense que de tous les présidents panafricains, à part peut-être Laurent Gbagbo, c'est le président le plus panafricaniste que je connaisse. Il a posé des actes extrêmement profonds en termes de diplomatie internationale. Vous imaginez que le Cameroun est réputé être dans le giron français. Mais en pleine guerre Ukraine-Russie, autant Russie, eh bien, il est parti à Moscou, il a délégué à Saint-Pétersbourg, il a délégué son ministre de la Défense, M. Bécassement, à aller signer des accords militaires, ou en tout cas les renouveler, alors que la France faisait partie du camp d'en face. C'est très courageux. C'est un acte pour dire que le Cameroun est libre. Il n'a chasse gardée de personne. Il n'a chasse gardée de personne. Et là, c'est un élément très important pour le panafricanisme que je suis. On peut le critiquer sur le plan de la gestion et de la gouvernance, sur le plan de l'économie, évidemment sur le plan des infrastructures. Mais moi, mon angle de tir, c'est que sur le plan
international, sur le plan de la diplomatie, sur le plan de la souveraineté du Cameroun, il a fait beaucoup. Et c'est un vrai panafricaniste. Un vrai panafricaniste, c'est pas seulement un aboyeur, c'est pas un aboyant, c'est pas un exubérant. Quelqu'un qui fait dans le but d'obtenir des vrais résultats. Je crois qu'aujourd'hui, le Cameroun est fier d'avoir rompu les, comment dirais-je, les accords coloniaux. Le Cameroun est fier d'avoir obligé la France à reconnaître qu'il y a eu des génocides entre 1940 et 1960 dans les pays Bassa et Bamileke. Et mieux encore, M. Macron s'engage à réparer. En dehors de l'Algérie, quel pays d'Afrique colonisée, francophone, a obtenu ce genre d'avantage? Aucun. Donc ça, c'est des actes très forts que beaucoup peut-être s'amusent à ne pas reconnaître. Mais moi, je vois ce qu'il fait. Et là, ça emporte ça touche ma sensibilité de panafricaniste. Rien que pour ça, évidemment, je pense que pendant cette élection 2025, c'est le candidat le plus capé en termes de gestion de ce tournant historique pour l'Afrique, pour les 7 prochaines années, qui doit être